Gazon mardi. Bienvenue pour notre premier enregistrement diffusé les mardis et le podcast tout simplement Gazon mardi. Le principe du podcast de Gazon mardi, on l'aime ce jeu de mots, c'est quoi? C'est des copines qui se rencontrent. Pour l'instant, il y a Norma et il y a Serge. C'est moi Serge. C'est moi Norma. Mais on aura d'autres copines qui vont venir selon des disponibilités. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde ensemble un film lesbien, ou un film avec des lesbiennes, ou avec des bi, ou avec des trans. Ouais. Et on en dit du mal. Oui, on en dit beaucoup de mal et un petit peu de bien. L'origine du podcast, c'est que on avait un petit peu déjà tendance entre nous à aller voir toutes les nouveautés de films lesbiens qui sortent au ciné et à se conseiller les vieux classiques ou aller les voir quand on a la chance d'avoir une rétrospective. Et puis on s'est rendu compte que autant les rétrospectives et les vieux classiques c'était sympa, autant aller voir toutes les nouveautés, c'était parfois quand même très douloureux. Donc on s'est dit qu'on allait transformer cette douleur en force créatrice. C'était impeccable pour la transition de Colette. Impeccable. Voilà. Ce podcast du jour sera sous le thème de la douleur. On est allé voir Colette. Colette. Ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas d'attente et on a quand même été déçus. Et ça, c'est pas rien. Alors, Colette, qu'est-ce que c'est? C'est réalisé par Wash Westmoreland, produit par Number 9 Film et Kyler Film. C'est à eux qu'on doit déjà Carole. Comme quoi on peut avoir fait un film chiant et refaire un film chiant. Ne jamais apprendre de ses erreurs, c'est sympa. Mais on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que Killer Film, c'est quand même la société de production de Christine Vachon, qui avec son nom hyper sexy est quand même quelqu'un qui compte. C'est Christine Vachon qui depuis les années 90 a produit quasiment tout ce qu'on appelle le New Queer Cinéma. J'ai appris que ce courant existait en faisant des recherches sur Christine Vachon, on va pas se mentir. Et c'est un courant qui pour moi n'a pas vraiment de sens parce qu'il regroupe des films qui n'ont absolument rien à voir, mais qui ont juste comme point commun d'avoir des protagonistes homo et de ne pas montrer de schéma hétéronormé. Tu peux mettre tout dedans, tu mets du John Waters comme tu peux mettre du L. Ward, quoi, ça ne veut rien dire. Mais Christine Vachon, elle a quand même produit Larry Clark, elle a produit Todd Solondz, si vous connaissez pas, je recommande, c'est génial. Et elle a produit quasiment tous les Todd Haynes, donc le papa de Carole, mais aussi du très très sympa Velvet Goldmine, pour ceux qui aiment les films musicaux. Et c'est aussi la productrice de Go Fish, de Rose Troche, comme quoi quand Troche rencontre Vachon, c'est ça. Et Boys Don't Cry. Grand classique du film, un peu grand public, un peu gay, un peu cliché, un peu moyen, mais bon, on avait que ça à l'époque. Et très glauque. Ah ouais, un peu glauque, ouais. Boys Don't Cry, mon dieu. Et dire qu'on était contente à l'époque quand on regardait Boys Don't Cry, parce qu'il n'y avait rien d'autre. C'est pour dire la misère. Et donc Christine Vachon a donc produit ce film de Wash Westmoreland. Wash, qui c'est? C'est un mec qui fait des docs sur les homos républicains. Il y a des gens qui ont des passions bizarres et qui s'est un petit peu essayé à la fiction, qui a fait 4-5 films, dont le plus connu est Still Alice, avec Julianne Moore, avec la magnifique Julianne Moore, avec Julianne chérie, Julianne adorée, et que je n'ai pas vu parce qu'il avait l'air chiant. Alors pour que j'aille pas voir un film de Julianne Moore, faut quand même le faire, mais non, je n'ai pas allé voir Julianne Moore qui se rappelle plus qui elle est. Tu as vu, toi Non, j'ai pas vu Still Alice. Pareil, ça m'attirait pas parce que rien que de l'affiche, je sentais que j'allais me faire chier. Ouais. Comme quoi, il y a une cohérence dans sa carrière à Wash. Ah, wesh. On le sent bien, Wash. Bonne transition. On revient sur Colette. Voilà, Colette. Colette, il l'a coécrit au départ avec Richard Glatzer, son compagnon. Richard Glatzer a coécrit tous les films de Wash Westmoreland, mais il a eu la mauvaise idée de mourir pendant l'écriture de Colette. Littéralement, ce pauvre garçon s'est fait diagnostiquer une maladie de Charcot fulgurante et il est mort en 2015. Ils avaient commencé à écrire le film en 2013-2014. Et il a eu besoin donc d'un nouveau co-scénariste pour finir, puisque Richard était mort, et il s'est entouré de Rebecca Linkiewicz, que tu n'as l'air de pas connaître, mais en fait tu la connais sans la connaître, puisque c'est elle qui a écrit le très chiant Désobéissance, qu'on a également vu ensemble. Oui, c'est vrai. Voilà. Désobéissance. Ouais, un peu loupé le film, c'est dommage. Moi je conseille quand même, c'est juste un peu loupé.
J'ai préféré du même réalisateur qui avait fait avant Une femme fantastique. Que je n'ai pas vu, C'était très bien. C'était bien. Oui, très bien, Ouais. très bien. Celui-là, il est juste désobéissant, c'est juste plus chiant, un peu plus long, pas inintéressant. Oui, il est plaisant parce qu'il y a Rachel Weisz. Ah, Mais c'est au-delà, sans C'est vrai. Rachel, Bon on point. se serait quand même fait très chier. Oui. Non mais voilà, comme quoi quand un réel chiant rencontre une scénariste chiante, ça fait un film chiant. Oh, je suis méchante. Bon, c'est un très bon exemple hein, pour Colette. Hein. Ah ouais, Oui, ouais, oui. ouais, c'est Très bon exemple. Colette. Donc résumons Colette. Tu Ouais. avais d'autres choses à Non, dire? non, après j'ai noté le nom des acteurs pour pas me Ah, tromper derrière quand ouais. on dirait du mal, mais on peut passer au film. Alors, je vais faire un très bref résumé, Colette. Hein. Donc, Colette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une écrivaine, artiste, c'est surtout une écrivaine, Oui. française, tu parleras mieux que moi de Colette. Et là, en fait, là, le film résume les premières années de sa vie en tant qu'écrivaine. Et c'est son mariage avec... c'est son premier mari. Son premier mari. Son Ouais. premier mari. Et le début de sa vie d'artiste, quoi. C'est Ouais, un peu ça. c'est C'est ça. très bref résumé. Donc pourquoi on parle de ce film dans un podcast entièrement consacré au cinéma voodoo? Parce qu'on avait de grandes attentes sur sa relation avec Missy. Et parce que Colette donc est une écrivain qui était notamment connue pour être bisexuelle assumée, pour avoir beaucoup écrit sur ses relations donc avec des hommes comme avec des femmes, et à qui on doit le très très beau Le Pur et l'Impur, qui est donc un roman, un roman lesbien à l'époque, l'un des rares quoi. Elle était aussi intime avec Renée Vivien, la poétesse, que si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire. Et surtout, c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment pudique et qui du coup parlait beaucoup de cul. Et on parlait très bien, avec beaucoup de poésie et de sensualité. Et donc on attendait pas grand chose de ce film. Et ben, on a eu pas grand chose du film. On donne nos sentiments. On l'a vu vendredi. Vendredi soir. Ouais, on l'a vu il y a 2 jours. Il y a 2 jours, ouais. Voilà. Donc, écoute, moi, mon avis n'a pas changé. Hein, je me suis un peu fait chier, grave. C'est long, c'est mal joué. En tout cas, Keira Knightley qui joue Colette. Écoute, il faut qu'elle reste mannequin, quoi. C'est ça. Il y a pas un film où j'ai souvenir qu'elle m'ait fait chialer ou En qu'elle fait, m'ait fait... J'y repensé plus tard dans la soirée vendredi, alcool aidant, parce que du coup je suis allée boire des bières à la maison. En fait, Keira Knightley, c'est un petit peu la Mark Wahlberg au féminin. Oui. Elle n'a pas d'expression faciale. Donc Oui. c'est comme on dit à Mark Wahlberg de donner l'impression d'avoir peur d'une plante tueuse, c'est Shyamalan. Déjà c'est chaud pour un acteur normal, mais quand tu le demandes à Wahlberg, c'est fini. Oui. Et ben Keira c'est pareil. Tu la prends dans un train et t'essayes de lui faire jouer toutes les émotions en intériorisé, mais déjà elle réussit pas à extérioriser quelque chose, elle a pas je sais pas, on dirait qu'elle essaye de pas avoir de rides en essayant de bouger le moins possible ses muscles faciaux, ça ne marche pas, ça ne marche pas, elle fait passer rien. En tout cas, elle sait très bien regarder. Oui. Elle regarde la nature, elle regarde par-dessus, à travers une fenêtre, elle regarde ses mains, elle regarde le les gens. miroir. Voilà. Ouais. C'est un peu Keira regarde. On peut pas que jeter la pierre à Keira parce que c'est quand même Wash Westmoreland qui avait donc aucune idée de mise en scène des émotions, et donc à chaque fois qu'il y avait une émotion à traduire, il disait à Keira de regarder dans le vide. Ce qui est quand même très pauvre comme idée de mise en scène. Oui. Ouais. Pour revenir sur les acteurs, il n'y a pas que Keira qui est nulle. Elle est entourée de Dominique West, dans le rôle de Henri Gauthier-Villard, dit Willy, son mari, et de Denise Gough. Oui, j'ai pas regardé qui c'était ça. Alors, en fait, j'ai regardé. C'est une actrice de théâtre irlandaise qui a donc fait beaucoup de théâtre irlandais. On est bien avancé, hein. Très bien. Non, il y a pas longtemps, elle a joué dans la reprise théâtrale de Angels in America. Donc je pense qu'elle a dû avoir également un rôle plus ou moins androgyne ou transsexuel, je ne sais pas. Et je ne comprends pas. Denise Gough joue Missy. Missy qui est pas la première maîtresse de Colette, loin de là, mais sa première relation féminine durable, puisqu'elles ont été ensemble 5 ans. Missy est la marquise de Balbeuf. J'adore ce nom. Tout de suite, j'ai des images champêtres en tête. Qui était scandaleusement connue à l'époque pour vivre en homme, se faire appeler Max, et avoir, sans se cacher, de nombreuses aventures féminines. En réalité, en 2018, elle se serait juste connue comme un homme transsexuel, mais à l'époque, c'était une femme en pantalon. Voilà. Oui.
Alors, pour aller plus loin sur le fait que j'avance pas juste gratuitement que c'est un homme transsexuel alors que ce serait une butch, c'est que la marquise de Balbeuf a fait partie des premières personnes à expérimenter la mastectomie. Elle avait demandé à faire partie d'un test justement pour pouvoir se débarrasser de sa poitrine. Donc, et elle vivait en tant que Max, tout le monde l'appelait Max, elle était genrée au masculin à l'époque par son entourage, quoi. Donc en fait c'est réellement un homme, quoi. C'est pas, voilà, c'était pas une butch. Le film n'a pas réellement réussi à traduire sa nuance. Non. Mis à part sur une discussion qui était appréciable, où le mari de Colette genre au féminin Missy, et Colette le corrige. Oui. En parlant de lui comme un gentleman, et en le reprenant systématiquement en lui donnant le masculin. Et ça, c'était bien. Oui, ouais. Voilà, ça c'était bien. Donc c'est dommage parce que Tête Denise, elle était catastrophique dans son interprétation de Missy. Elle essayait de parler, de rouler des mécaniques pour faire un petit peu masculin, mais l'actrice n'était pas du tout à l'aise avec ça. Et ça sentait le fake. Et quand elle marche, tu te dis, mais c'est pas possible que quelqu'un marche avec si peu de naturel. Enfin, elle essayait de... On aurait dit Aldo Machon, quoi. J'ai pas compris. Ah, oui. Et pareil, au niveau de la voix, elle essayait de forcer dans les graves. C'était très bon, très très bizarre comme résultat. Elle essayait de jouer le masculin, mais elle aurait dû se faire entourer ou aider ou coacher ou quoi que ce soit. Ou alors, ce qui aurait été mieux, ils auraient dû prendre un acteur trans. Oui. Qu'à faire. Oui. Bon, moi, c'est encore une des choses du film qui ne fonctionne pas. Voilà. Qui ne fonctionne pas. Voilà, généralement quand tu prends une femme cis pour incarner un homme trans, tu risques de te foirer complètement. Voilà. Personne risque de caricaturer c'est ça, d'être à complètement... fond, et ben là c'est un très bon exemple. Voilà, complètement à côté de la plaque. Pour Donc, ça. pourquoi il vaut mieux embaucher des personnes trans pour des rôles de personnes trans? Oui. Tant qu'à faire. Oui, ouais, exact. C'est plus pertinent. Donc, bah encore un bon loupé. Un joli loupé. Un joli loupé, ouais. Alors, moi je vais faire un peu ma nazie de l'histoire vraie. Je sais qu'il faut jamais faire ça sur un biopic, genre mais c'était pas comme ça. Oui, mais c'était pas comme ça en fait. Alors déjà, Dominique West dans le rôle du vieux dégueulasse, parce que honnêtement je pense qu'ils l'ont recruté pour ça. Dominique West a 49 ans et il incarne donc sur 20 ans Henri Gauthier-Villard. Or, Henri Gauthier-Villard a rencontré Colette, Colette avait 18 ans, il avait 31 ans. Là, il est incarné par un homme de 49 ans. Ça ne donne pas du tout la même sensation. Oui. Là, t'as l'impression que c'est un gros dégueulasse qui a fait la sortie d'école et tu comprends pas ce que Colette lui trouve. En réalité, c'était un homme de 31 ans, plutôt beau sur lui, très spirituel. Encore un loupé du film. Oui, pas très spirituel non Parce plus. que là, c'est... Ah non, mais le problème, c'est qu'ils essayent d'incarner l'esprit vif d'un salon parisien avec des scénaristes qui n'ont aucune vivacité et aucun humour, quoi. Donc, tout tombe à plat. C'est affreux. Rien n'est drôle. Et donc, voilà, Colette a 18 ans, Henri Gauthier-Villard a 31 ans. Elle l'épouse 2 ans plus tard à 20 ans et elle écrit de très belles lignes sur le fait que c'était un amant formidable qui, sur sa nuit de noces, n'a pas forcé la pénétration mais lui a fait juste passer une nuit de cunilingus et que, en gros, elle s'est vraiment éveillée à la sensualité avec cet homme qui était vraiment très très intéressé par le sexe mais le faisait bien. Et dans le respect mutuel. Là, ils l'ont représenté les scènes de sexe à l'américaine. C'est-à-dire que A est allongé, B s'allonge sur A et B cuine. Il y a un drap au milieu aussi. Hein. Entre les deux personnes, bien évidemment. Déjà, on imagine juste que leur partie génitale se trouve mystérieusement comme attirée par des aimants magnétiques. Et surtout, rien ne se passe, ni avec les mains, ni avec la bouche. Donc, ils ont transformé des histoires qui étaient d'une grande liberté sexuelle et avec beaucoup de plaisir mutuel en un truc de pudibond. Je n'ai pas compris. Ah bah l'américaine, quoi. Ouais. Et à la rigueur, je me suis dit, bon, ils augmentent l'absence de sensualité entre Colette et Willy pour ensuite mettre en avant une sensualité plus exacerbée quand elle aura des maîtresses. Mais non, quand elle couche avec des femmes, ils filment ça de la même manière. Oui. C'est-à-dire A se met sur B, je comprends pas trop comment elles font, mais elles cuinent derrière. Elles s'embrassent du bout des lèvres. Hein. Oui. Pas une seule fois un bon vieux filet de bave ou une grosse langue. Non, pas une seule fois. Rien qui dépasse. Et puis, surtout, la bouche ne va pas ailleurs que sur l'autre bouche. Hein. Ni sur un cou, ni sur un autre. Qu'une partie du corps, surtout pas. Peut-être un peu de menton, un petit peu de menton de temps en temps. C'est peut-être ça le truc le plus sexy, le plus chaud du film, quoi. Ils ont tenté
la sensualité quand elle dégage une mèche de cheveux de la rouquine. Ah, la rouquine, c'était Rési dans Claudine en ménage, et dans la vraie vie, comment elle s'appelait Rési? Elle s'appelait... Mais c'était l'américaine. Hein. L'américaine, ouais. L'américaine, ouais. Ouais, je retrouverai. Alors là, pareil, là j'étais déçue. Mais j'y peux rien, j'avais un peu d'attente. Il s'avère que, par hasard, je suis en train de lire l'intégrale des romans de Colette. Et donc, j'ai encore tout frais en mémoire, des scènes de sexe, mais d'une sensualité incroyable, dans lequel elle avait mis en scène Claudine, donc son avatar littéraire, et Rési, l'avatar littéraire de son amante américaine. Et elle te décrivait dans des pages une montée du désir avant qu'elle ne passe à l'acte, déjà qui durait plusieurs semaines à se chercher, à s'éviter, parce que ça allait être un petit peu bordélique avec leurs maris respectifs. Et ensuite, de très très belles nuits, de découverte de l'autre, de plaisir partagé, de vivacité, d'envie, de gourmandise. Enfin, t'avais vraiment quelque chose qui passait dans ces pages, de physique, de sensuel, de présent. Et ils ont réussi à rendre ça inexistant. Mmh. Je sais pas comment tu définirais la relation qu'elles ont eue. Bah moi j'ai pas vraiment, c'est contrairement à toi, j'avais pas vraiment d'attente, j'avais aucune attente de ce film. Donc toi bien évidemment t'avais des choses en tête, t'avais plein de choses en tête. En fait moi j'ai abordé le film comme une découverte de Colette. J'ai jamais lu, quand tu reviens sur la rencontre, je vois pas vraiment une histoire très... tu vois un coup de foudre, mais qui dure 2 minutes, quoi. Et puis, en tout cas, entre Colette et l'américaine, ça dure 2 secondes, on s'amuse, c'est très rapide, quoi, et basta. Moi, je trouve que ça se résume en... Et ils en ont vite fait un espèce de marivaudage, une pantalonnade. Oui. Parce que, bon, là, on spoil un peu, donc si vous voulez pas être spoilé, arrêtez. Colette donc a cette relation qui se noue avec son américaine, qui elle aussi est bisexuelle, et en parallèle, son époux Billy séduit également cette même américaine, et chacun couche avec l'américaine. Colette, elle a l'autorisation de son époux pour coucher avec l'américaine. Et par contre, lui couche avec son américaine sans dire à Colette. Donc il y a déjà une asymétrie qui passe moyen. Et surtout, dans les romans, on apprend mieux que c'est mal pris par Colette parce que c'était une histoire d'amour pour elle, qu'elle prenait très au sérieux, qui l'avait chamboulée, alors que pour son mari, c'était une espèce de... comme une grivoiserie. Voilà. Dans le film, ils mettent une musique. Il faudra qu'on parle de la musique. Oui. Vraiment. Dans le film, ils en font un montage alterné entre les moments où elle va chez sa maîtresse, le moment où il va chez cette femme, et en mode oh là là, c'est rigolo, ils risent se croiser, il y a peut-être un amant dans le placard. C'est une petite musique à la Vladimir Cosma. C'est ça. Je lui mets c'est pop 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 pop. Oui, c'est ça. Mais non, quoi. Oui. Mais il y a plein de moments dans le film où il y a le montage et limite il y a trop d'images pour rien du tout. Des allers-retours en train entre la campagne, entre Paris, entre la campagne, entre Paris. On a compris qu'elle a pris beaucoup le train. Ah mais quand même, en faisant des allers-retours, on n'en peut plus de voir le train. Il y a des moments, je m'attendais à une scène où on voit le contrôleur, une scène où on dit tous les passagers descendent. Oui. Un accident de personne sur la voie, enfin à ce Ça stade. des corps, 2 minutes d'arrêt, on n'en pouvait plus du train. On n'en pouvait plus. Donc c'est... voilà, on a compris que le train marchait beaucoup pendant cette période. Mais en plus, il se passait rien dans le train, on regardait le regard vide de Kera. Donc... Et ouais, non, le film se ridiculise lui-même en fait par cette scène alternée. Et sur cette relation qui était censée être sincère, sensuelle et être la première vraie trahison de Colette qui a été fondamentale dans la manière de s'éloigner de son époux. Et ça a été traité par-dessus la jambe, avec une légèreté, enfin, sans se rendre compte que c'était sérieux en fait. Ces relations amoureuses sont vues comme si c'était juste oh du cul. Mais c'est comme plein de biopics finalement loupés. Et encore, c'est vraiment con qu'il ait loupé parce que c'est 20 ans. C'est 20 ans. Ouais. C'est 20 ans de sa vie. Pourtant, l'histoire est extrêmement intéressante. Mais on s'en fout des histoires, on s'en fout des allers-retours, on s'en fout. C'est dommage qu'on s'en foute finalement en sortant du film. On s'en fout des histoires qu'elle a eues, des gens qu'elle a rencontrés. C'est ce qui est le plus intéressant. Mais parce qu'aucun personnage secondaire n'a de relief. Ah oui, non, rien du tout. Je veux dire, Varg, le pantomime qui l'initie au théâtre, il a 2 répliques. Oui. Alors que c'était l'un de ses meilleurs amis. Mais là, ils ont même pas fait un personnage en fait. Ils ont fait une fonction. Oui, voilà. Ils ont tous une fonction en fait. Ouais.
Bon, après, bien évidemment, le film s'appelle Colette, donc c'est sur Colette, mais bon, déjà, il faut une bonne actrice pour ça. Déjà, et ensuite t'es pas Colette toute seule en fait, t'es Colette parce que t'as des interactions avec des personnes qui existent, qui ont de la profondeur, qui te font réagir, enfin, Mm. tu n'erres pas dans un monde vide, peuplé uniquement de silhouettes, quoi, c'est pas vrai. Mm. Dans les choses qui m'ont agacée, j'avais aussi la représentation du musical, Mhm. qui était complètement hollywoodienne. Dans les livres de Colette sur le musical, on en a écrit beaucoup, tu entends les vieilles planches, tu vois la poussière, tu vois un univers qui est un peu sombre, mais avec des bruits de pas partout, parce que c'est vivant, parce que c'est resserré. Et là, on la voit dans une énorme loge, seule. La loge doit faire 30 mètres carrés. Comme si c'était une star, comme si le musical était riche, alors que le musical, c'est quoi? C'est des centaines de personnes qui s'entassent tous ensemble, cette espèce de chaleur humaine, c'est du bois, c'est de la poussière, c'est des pas, c'est des rires, c'est de la vie. Et là, ils en ont fait un univers, mais mort. Mm. Pas d'âme, pas de son, pas de matière, en fait. Ouais. Tu veux parler de la musique? Non, je te laisse faire la musique. J'ai un autre truc qui m'a énervé. Ah. Parlons musique, je ne sais pas quel compositeur, je pense que c'est pas la peine de le casser. de donner son prénom et nom. Vu que le film est loupé, et bien évidemment la musique est loupée, et à un moment dans le film, moi j'ai souvenir dans le film qu'à un moment la musique elle m'a exaspérée quoi. J'ai trouvé ça ultra chiant, un peu guiré, l'impression que ça c'est vraiment c'était pour décrire Colette qui court dans la forêt, qui court dans la campagne, et donc avec la musique, j'entends la musique quand je parle de ça, très guiré, et qu'elle n'allait pas du tout avec ce qu'on voyait à l'image. Et encore voilà, complètement à côté de la plaque. Quoi. Mais ça, toujours en décalage, mais pas en décalage volontaire ironique. Juste en décalage raté. Oui, oui, à un moment, j'ai l'impression qu'ils ont ils ont mal mixé, ils ont enregistré. Mais la musique était atroce parce que il s'est inspiré largement de pas mal de compositeurs de l'époque. Et donc, tu as du Erik Satie à toutes les sauces, mais du Erik Satie réorchestré avec des violons à un moment. Ça n'a aucun sens. C'est affreux. C'est raté. Ils ont réussi à rendre Erik Satie sirupeux en ralentissant le tempo et en mettant des violons. Oui. C'est une insulte. Qu'est-ce que tu voulais dire? L'autre chose qui m'énervait, oui. Alors là c'est pareil, hein, je fais ma chose de c'était pas comme ça dans la vraie vie. C'est que ils ont simplifié et caricaturé une histoire qui était beaucoup plus complexe que ça. Quand Colette se met à l'écriture dans le film, c'est parce que Willy a tout dépensé leur argent et qu'ils sont fauchés, et qu'il a besoin d'un nouveau nègre pour écrire un roman vite fait et faire revenir des sous dans la marmite. Et donc, il force psychologiquement Colette à le faire. Donc au départ, sur le premier livre, elle le prend avec enthousiasme, sur le deuxième, elle ne veut plus, et il l'enferme littéralement dans une grande maison vide pour la forcer à écrire. Donc on voit le tyran, on voit cette écriture qui est forcée, qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de son chef à elle. Et ça m'a énervée au plus haut point. Dans la vraie vie, Colette écrivait déjà en correspondance. Elle était absolument fan d'un écrivain Henry James, que je n'ai jamais lu, et a entamé une correspondance avec lui dès les premières années de son mariage. Correspondance réciproque, ils échangeaient sur la littérature, sur les bouquins d'Henry James, sur plein de choses. Et Colette écrivait beaucoup, que ce soit à ses amis restés en Bourgogne, que ce soit à sa mère. Il y a énormément de correspondance entre Colette et Sido. C'était déjà quelqu'un qui pensait à écrire et qui aimait écrire et qui aimait la littérature. Comment est-ce qu'elle a commencé à écrire les Claudines? C'est parce qu'il voyageait beaucoup avec Willy, puisque Willy était critique de théâtre à l'époque, et que il était fréquent d'aller voir des pièces dans d'autres pays pour échanger justement sur qu'est-ce qui se passait dans le théâtre en Allemagne, qu'est-ce qui se passait dans le théâtre en Italie, en Angleterre. Il était donc dépêché pour suivre le festival de Bayern en Allemagne, ou de Bayeux, je sais pas comment ça se prononce, mais un festival en Allemagne de théâtre qui durait assez longtemps. Et donc, avec Colette, ils étaient partis une fois de plus suivre la saison en Allemagne, dans une petite ville thermale chiante comme la mort, et elle était en train de s'emmerder en Allemagne, et elle s'est mise à écrire les Claudines pour passer le temps, sans que ce soit une volonté de Willy. Et de même, la suite, elle les a écrits sans se faire forcer, sans être enfermée. Elle les écrivait quand ils partaient, quand ils étaient en vacances ici, quand ils partaient suivre une saison là, mais en aucun cas, c'était la femme enfermée dans un salon. Tout le mariage de Colette et Willy, ils l'ont présenté comme ça. Une femme libre qui s'est retrouvée enfermée dans des salons pendant que son mari, lui, allait vivre dans le monde.
Mais ce n'est pas du tout ce qui se passait chez Colette. Colette et Willy sortaient tout le temps, voyageaient tout le temps. Quand on essaie de suivre leur biographie, c'est terrible parce qu'ils sont 3 mois ici, 2 mois là, ils parcourent l'Europe, ils vont en vacances en Bretagne, à la mer, en cure thermale, enfin, ils sont tout le temps par Mont et par Vaux. Et pareil, ils font de Colette une nunuche de province un peu sauvage, qui déteste la superficialité des gens de Paris. Elle s'est très bien intégrée. Elle était ravie, elle se sentait complètement à l'aise dans les salons, elle avait une vivacité d'esprit qui fait que ça se passait super bien avec les gens et qu'elle a fait ses premières années à Paris des amis de longue date qui l'ont suivie jusqu'à la mort. C'était pas du tout une greluche qui était mieux dans la campagne et qui se faisait pas à Paris. Non. C'était un personnage qui était très à l'aise dans les salons parisiens et qui était très à l'aise dans sa forêt bourguignonne. Le Bourgogne, comme on dit dans le film. Oui, c'est vrai qu'on vous a pas dit que c'était en VO anglais sous-titré et que tous les noms de lieux étaient dits donc avec un accent. Besançon, voilà, Saint-Sauveur. Donc c'était, voilà, c'est encore un truc... Encore un truc gênant. Oui, encore une grosse gênance là-dessus. Ce que tu dis par rapport justement aux faits véridiques et aux faits fictionnels, ça c'est comme plein de films qui à l'américaine, où nous, pauvres spectateurs, parce on risque de ne pas vraiment comprendre, faut qu'on nous dise, voilà, un chat c'est un chat, un chien c'est un chien, et ne réfléchissez pas trop, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a fait devant le film. Hein. Moi j'en suis sortie avec, j'ai rien appris de plus. Ah bah moi j'ai appris du moins par contre. T'as appris en moins. C'est ça. C'est con, merci, c'était marre. Non mais voilà, mais je sais pas pourquoi ils ont été obligés d'être dans un schéma relationnel aussi faux et simplifié. Enfin là, ils ont encore une fois raconté l'histoire de la fille dont avait un mauvais mariage avec le vilain mari qui l'opprime, et derrière elle rencontre une fille bien avec lequel là elle va s'épanouir. Mais elle avait... C'est pas ça l'intérêt de son histoire avec Missy, c'est pas ça l'intérêt de son divorce avec Willy. Bah oui, donc c'est encore un truc qui fait peur. Hein. C'est ça. Enfin... Et puis je crois aussi qu'ils ont mal digéré le fait qu'elle soit vraiment bisexuelle, quoi. Ah bah. Parce que t'as vraiment le côté, ils en ont fait un film lesbien classique, genre en fait les mecs c'est pas bien et les filles elles se rendent compte que c'est son truc. Ben, sauf que derrière, elle a quitté pendant qu'elle était avec Missy, elle avait un jeune amant aussi. Enfin, c'était une époque où on était beaucoup moins monogame dans la grande société que maintenant. Et très clairement, personne n'était monogame dans ce milieu-là à cette époque-là. Oui, voilà. Oui. Et pendant qu'elle était avec Missy, elle avait en même temps un jeune amant de 10 ans de moins qu'elle. Ensuite, elle a quitté Missy pour son second mari. Elle a quitté son second mari pour le fils de son second mari. Ensuite, je crois qu'elle a eu à nouveau une copine, mais je sais plus qui. Enfin, voilà, c'était pas fixe, quoi. Et là, ils ont arrêté l'histoire au moment où elle disait, en gros, je t'aime à Missy. Quasiment. Oui. Ah oui, c'est vrai. J'ai même carrément oublié la fin. C'était dans un train. Oui. Ah. C'est vrai. Maintenant, j'ai l'image en tête. L'image en tête, où encore une fois, Keira ouvre les yeux, mais pas grand, parce qu'elle a pas, parce qu'elle aime beaucoup. Elle a pas la tonicité des paupières suffisante pour ça. Elle a beaucoup les yeux mi-clos et la bouche toujours entrouverte, ce qui est insupportable. Donc oui, c'est vrai qu'elle ouvre les yeux, elle regarde Missy. Missy le regarde. Et c'est beau. C'est chiant. Et c'est très chiant. Et elle susurre I love you sur les lèvres. À l'américaine. Parce qu'on dit toujours I love you et c'est super chiant. Bah, du coup, ils ont raconté une autre histoire en fait. Ils ont raconté l'histoire de je suis avec la mauvaise personne et je trouve la bonne. Alors que. Oui, puis je suis maltraitée par la mauvaise personne. Alors que dans la vraie vie, non. Et puis même, c'est chiant ce schéma, enfin. Oui. Ah oui, c'est super chiant. C'est encore un film qui finalement n'assume pas du tout, qui a peur. Alors que le réalisateur est ouvertement homosexuel. Ouais. La productrice est ouvertement lesbienne. La scénariste est ouvertement lesbienne, donc j'avais quand même un peu d'espoir. Ouais, mais bon, malheureusement, c'est américain. Ouais. C'est américain. Keira, je sais pas, peut-être qu'elle voulait pas mettre la langue dans la bouche d'une fille aussi. Il y a ça aussi, peut-être que ça a joué.
Peut-être qu'elle aime pas. Peut-être qu'elle n'a pas de langue. Je ne sais pas. Elle est toujours montrée comme une espèce de gougoute de province, timide, et qui doit se libérer des joues d'un mari qui l'emprisonne. Et tout le film est là-dessus. Et à aucun moment, on ne la voit exister en fait sur d'autres plans. On ne la voit pas avoir des opinions sur la scène littéraire. On ne la voit pas avoir des amis. On ne la voit pas sortir. On ne la voit pas faire partie de la vie culturelle de son temps. C'est comme en fait si le film avait décidé qu'elle n'existerait pas en dehors de ses couples. Oui, c'est vrai. Ce qui est terrible pour un film d'émancipation en fait. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est loupé? Encore une fois, s'il vous plaît. Non seulement c'est loupé, mais c'est loupé en 1h51. Ah oui. Il est long. Si vous pouvez louper les premières demi-heures. La dernière demi-heure et la demi-heure du milieu aussi. Hein. Oui, c'est ça que c'est très long. Pour moi, le seul mérite, finalement, pour un film comme ça, c'est s'il y a des personnes qui ne connaissent pas Colette, qui ont envie de lire. Ça peut vous donner l'envie de lire Colette. Toi, après le film, t'aurais eu envie de lire Colette? Eh ben non. Non. Non, mais lisez Colette, mais ne voyez pas Colette. Mais en fait. de connaître. Est-ce que tu veux finir sur des conseils Oh, des petits conseils lecture Colette? Oui. Moi, je dirais que peut-être que là, on n'a pas un bon film lesbien, mais par contre, on a une écrivaine qui nous a donné de très très beaux textes. Je pense que Le pur et l'impur est à lire, absolument. Voilà. Et que si vous avez du temps à perdre et que vous êtes prêt à aller lire quelque chose qui est moins bon, mais plus frais, plus jeune, vous pouvez lire les Claudines. Parce que les Claudines vont vous enlever des clichés que vous avez en tête. On a tous un espèce de cliché qui nous fait nous dire que le monde était plus coincé avant et que les homos étaient tous dans le placard. Sur les Claudines, qui se passent à la fin du 19e, au début du 20e, les couples de femmes ne sont pas cachés, les hommes homosexuels ne sont pas cachés, tout le monde en parle de la manière la plus normale du monde, les choses sont sues, bien sûr ça fait un peu scandale dans le village, mais pas plus que ça ne le ferait aujourd'hui en fait. Et si vous voulez lire un livre où vous pouvez vous rendre compte que l'histoire, notamment de l'acceptation de l'homosexualité, n'est pas une ligne droite, mais qu'il y a des mieux, qu'il y a des moins bien, qu'il y a des retours en arrière, lisez les Claudines. Bah écoute, impeccable. À mardi prochain. À mardi prochain. Et encore un mardi prochain. With